Les threads d'horreur, ça peut parfois prendre des formes un petit peu particulières. La plupart du temps, ça concerne des inconnus qui harcèlent ou des trucs comme ça. D'ailleurs, vous allez peut-être en voir une dans ce thread d'horreur. Mais il peut arriver que les antagonistes soient très proches de nous, voire même très proches parce qu'ils peuvent être de la même famille. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on a le plaisir de vous retrouver pour un nouveau thread d'horreur après un petit temps d'absence. Désolé, petit problème technique au niveau de la voix, c'était un petit peu dur de tourner, mais maintenant on est reparti en force. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu dans les réseaux, on vous a pas oublié, on a continué à publier des publications que vous avez particulièrement appréciées d'ailleurs, donc on va continuer à le faire. Notamment sur TikTok, on voit que le contenu vous plaît bien, que c'est bien adapté à la plateforme, donc on va continuer à en poster. C'est des petites histoires courtes pour les personnes qui ne savent pas, qu'on poste assez régulièrement sur les réseaux, notamment TikTok et Insta, et qui se regardent entre 1 et 2 minutes maximum. Mais bref, si ce soir vous êtes là, c'est pour un nouveau thread d'horreur qui, on vous le prévient, est particulièrement flippant quand même. Notamment la première histoire, mettez-vous bien dans l'ambiance parce qu'elle est vraiment très spéciale. Et d'ailleurs, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, bref, on vous met tout ça à l'écran. Alors c'est parti, on éteint la lumière, on met le volume bien à fond et on est parti pour la première histoire. La première histoire, on vous le prévient, est très spéciale. C'est pas le genre d'histoire qu'on a l'habitude de raconter pendant les threads, mais on l'a trouvé quand même pas mal spéciale et un peu creepy. Et cette histoire nous est racontée par Elisa. On n'a pas vraiment de contexte sur Elisa, sur l'âge qu'elle a, sur ce qu'elle fait dans la vie, parce qu'en fait cette histoire s'est passée il y a vraiment très longtemps. Et c'est une histoire en fait qu'elle avait quelque peu oubliée ou alors qu'elle avait un peu niée et qui est ressortie lors d'une discussion qu'elle avait eue avec une amie très proche il y a quelques jours. Et ce souvenir, ça concerne sa mère, un sujet qu'elle n'avait vraiment pas l'habitude d'aborder en temps normal. Et pour cause, sa mère était vraiment très malade et était atteinte de schizophrénie à un stade assez avancé. Et ça va en fait expliquer beaucoup de comportements qu'a eu sa mère en fait avec Elisa et sa famille pendant toutes ces années. Et en fait la raison pour laquelle aujourd'hui Elisa et même avant ne parlait vraiment jamais de sa mère, c'est parce que cette dernière l'a toujours terrifiée. En fait, malheureusement, dû à sa maladie, sa mère avait vraiment des tendances très extrêmes. Souvent, elle pouvait piquer des très grosses crises de colère d'un coup sans crier gare. Et quelques autres fois, ça pouvait s'enchaîner avec un épisode dépressif qui était vraiment intense. Mais en soi, tout ça, elle avait l'habitude et des explications. Et c'est pas vraiment ce qui lui faisait le plus peur chez sa mère. Parce que ce qui la terrifiait le plus, c'est quand la nuit tombait. En fait, Elisa a toujours eu peur de l'obscurité et ce depuis toujours. Et pour le coup, c'était vraiment pas commun pour les gens comme Elisa parce qu'elle était nyctalope, c'est-à-dire qu'elle avait la capacité de voir dans la pénombre. Mais du coup, c'était pas pour autant qu'elle en avait moins peur. Et ce qui s'est passé ce soir-là, cet événement qu'elle nous raconte ce soir, c'est quelque chose qui s'est passé très précisément une nuit alors que tout était sombre. Elisa ne se rappelle plus exactement de l'âge qu'elle avait, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle était vraiment très jeune. À cette époque, elle habitait avec sa mère et ses frères et ses sœurs dans une petite maison qui était un peu en train de tomber en ruine. En plus d'être très jeune, elle avait également une petite sœur qui était encore un bébé avec laquelle elle partageait sa chambre. Et comme évidemment elle dormait avec un bébé, c'était pas étonnant que très souvent elle se réveille en pleine nuit, qu'elle se mette à pleurer et que donc sa mère vienne pour essayer de la consoler. Sauf que malgré ça, malgré ces contraintes que devaient faire face sa mère et Elisa, il y avait un détail qui la surprenait tout le temps, un détail qui n'avait vraiment pas d'explication. Tous les soirs, précisément entre minuit et 1h du matin, sa mère se glissait dans la chambre, dans la pénombre, et se tenait là devant le berceau de sa sœur alors qu'elle ne pleurait pas. Tout doucement, elle rentrait dans la pièce, elle fermait doucement la porte, elle se calait dans un coin de la chambre et elle se mettait là à les fixer pendant plusieurs minutes. Et évidemment, étant donné que Elisa est nyctalope, elle la voyait tout le temps très distinctement en train de la fixer. Et ce qui encore aujourd'hui la marque, c'est qu'elle se rappelle que son corps était raide et que ses yeux étaient vides d'émotion comme s'il s'agissait d'une statue. Et sa mère restait là à les fixer d'un air grave sans qu'elle ne dise le moindre mot et sans que Elisa ne dise qu'elle la voit. Elle n'avait jamais osé dire à sa mère qu'à ces moments-là, elle était réveillée parce qu'elle avait vraiment peur de voir sa réaction. Et malgré les années qui sont passées, malgré le fait que sa mère venait vraiment tous les soirs à la même heure, Elisa n'a jamais eu moins peur, elle n'a jamais eu d'explication et ça l'a toujours autant fait flipper. Malheureusement, à cause de sa maladie, ça lui arrivait très souvent également de frapper ses enfants, ce qui n'arrangeait vraiment pas les choses et ce qui faisait que Elisa était d'autant plus terrifiée par elle. Pendant un long moment de sa vie, Elisa a simplement pensé que sa mère était méchante et qu'elle ne les aimait pas. Même si aujourd'hui, avec le recul, et même si encore aujourd'hui elle est morte de peur en y repensant, elle se dit que c'était certainement sa maladie qui lui faisait voir des choses qu'aujourd'hui elle ne pouvait pas comprendre. Par exemple, ça lui arrivait également de venir la nuit se pencher sur le lit de Elisa.
Et si le rythme de sa respiration ou les clignements de ses yeux étaient trop rapides, sa mère comprenait qu'elle était réveillée et donc elle était un peu en colère. Et donc elle commençait à faire des choses un peu étranges que Elisa n'arrive encore aujourd'hui pas à expliquer. Elle s'accroupissait en fait sous le lit de Elisa et elle commençait à lui tirer la couette. Des fois même, elle se mettait debout devant son lit et elle se mettait à lui tirer les jambes en lui disant « Il est tard Elisa, tu devrais dormir ». Et Elisa se souvient très bien de sa voix, le ton qu'elle avait qui était vraiment super terrifiant. Et c'est un peu triste à dire, mais à cette époque, Elisa avait vraiment l'impression que c'était un monstre qui parlait à travers elle. Bon, je vous préviens, la conclusion de cette histoire n'est pas vraiment joyeuse, mais on va pas quand même déformer les propos de Elisa, parce que malheureusement, sa mère est maintenant décédée depuis 2 ans, mais que chaque soir, elle continue de terroriser Elisa, parce qu'elle a toujours peur de voir sa mère surgir en pleine nuit, venir la terroriser. J'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième histoire parce qu'on va voyager un peu au Québec. Et cette histoire, c'est celle de Rémi qui s'est passée alors qu'il faisait nuit et qu'il y avait une grande tempête de neige. Quand on dit qu'il faisait nuit, en fait il n'était que 17h, mais là-bas il faisait déjà nuit noire et Rémi était en train de rentrer des cours. À cette époque-là, Rémi, il n'avait que 9 ans et en fait il habitait très proche de son école primaire. Mais bon, il est quand même assez petit, du coup ses parents ne veulent pas qu'il y aille tout seul ni qu'il revienne tout seul, à chaque fois il y va avec sa grande sœur. Mais ce soir-là, ce n'est pas comme d'habitude, parce que Rémi, il avait une activité parascolaire qui a duré plus longtemps que prévu. Il est donc 17h30 et pour une fois, il décide de rentrer tout seul. Comme on vous l'avait dit au début, c'est vraiment la tempête de neige et c'était prévu. Il y a 20 cm de neige qui sont prévus pour ce soir-là. Rémi s'était donc équipé, il a mis des vêtements exprès pour, ce qui faisait qu'il était un petit peu lourd, c'était difficile de marcher pour lui. Il avait préparé son pantalon de neige, un bonnet, des gants, la totale. Mais bon, c'est comme ça, Rémi a quand même l'habitude, il habite au Canada depuis qu'il est tout petit, du coup il connaît ses intempéries. Il commence donc à rentrer chez lui et après 10 minutes de marche, il se retrouve au coin de la rue. La visibilité est vraiment quasiment nulle, heureusement qu'il connaît le chemin par cœur. Il y a beaucoup de vent, il n'entend quasiment rien, mais soudain il voit qu'il y a un homme qui arrive vers lui. Rémi le voit vraiment au dernier moment étant donné qu'il ne voyait quasiment rien. L'homme est habillé en noir, il a l'impression qu'il a à peu près la quarantaine et l'homme tout de suite pose sa main sur l'épaule de Rémi. Malgré le fait que Rémi n'entende pas très bien à cause du vent et de la neige, il arrive à entendre que l'homme est en train de lui demander de l'aide parce qu'il a besoin de déblayer sa voiture. Bien sûr, la première chose que Rémi va dire c'est non, il va dire que ses parents l'attendent et qu'il ne peut pas l'aider. Mais l'homme insiste, et surtout qu'en plus, sur le coup, il n'avait pas l'air si bizarre que ça, il avait vraiment l'air d'avoir besoin d'aide. Il va même avancer d'autres arguments, il va dire à Rémi qu'il va lui donner 10 $ canadiens s'il l'accepte de l'aider. Malheureusement, encore un petit peu naïf et encore très jeune, Rémi va accepter. L'homme attrape Rémi et il le met en face de lui pour qu'il marche devant lui et ils arrivent à une porte qui mène à sa cour. Et une fois qu'ils ont franchi la porte qui mène à la cour, Rémi se rend compte qu'il ne voit pas directement de voiture. Il regarde tout autour de lui, il cherche vraiment une voiture des yeux, mais vraiment il ne voit pas, il a l'impression qu'il n'y en a pas tout simplement. Et alors qu'il est en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer, un bruit va l'extirper de ses pensées. L'homme d'un coup se met devant la porte de la cour pour empêcher Rémi de sortir. Rémi remarque que l'homme a complètement changé d'attitude et il a un air bien plus grave. Mais d'un coup, son air va se détendre et il va tout simplement demander à Rémi s'il a envie d'un chocolat chaud avant de s'y mettre. Rémi commence à vraiment paniquer. D'un coup, il est terrifié, il ne voit pas de voiture et il se demande vraiment quelles sont les vraies intentions de cet homme. Rémi affiche un sourire et il lui dit le plus amicalement possible qu'il doit en fait vraiment y aller. Malheureusement, c'est là que les choses vont se corser. L'homme s'approche de lui et sans crier gare, il lui met une grosse gifle. Et juste après ça, il va lui dire « Tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières !» Et juste après ça, encore une fois, il va complètement changer d'attitude et dire tout calmement « Si tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières, alors c'est moi qui le ferai à leur place. Allez, viens ici !» Le gars attrape Rémi par le bras et il le ramène vers sa maison. Rémi, bien entendu, il a une réaction complètement normale, il va crier, il va hurler le plus fort possible à s'en brûler les poumons et il va essayer de se débattre. Malheureusement pour lui, l'homme est très fort et il le traîne vers chez lui alors qu'il ne peut rien faire. Rémi n'a aucune idée de ce qu'il va lui arriver. Et finalement, Rémi va profiter d'un moment d'inattention pour mettre un coup sec et en profiter pour s'extirper de son emprise. Là, son cerveau tourne à 1000 à l'heure. Rémi réfléchit à comment il va faire pour s'en sortir, pour s'enfuir. Il réfléchit à où est-ce qu'il peut aller. Il voit la porte de la cour, là où il pourrait partir. Surtout que, rappelez-vous, il n'a pas du tout les vêtements appropriés pour courir en fait. Et en plus, il y a 10 cm de neige par terre. Mais pendant tout ce temps, l'homme va se rapprocher de plus en plus de Rémi en souriant avec un air vraiment malsain. Et en se rapprochant de lui et en rigolant, il va attraper une pelle et il va essayer de lui faucher les jambes avec. Heureusement, Rémi a le réflexe et il arrive à l'esquiver de justesse.
Rémi se rend bien compte qu'il n'arrivera pas à aller jusqu'à la porte parce que l'homme se trouve trop près. Il décide donc de se diriger vers la clôture pour l'escalader. Il y va le plus rapidement possible, il galère un petit peu mais il va y arriver et il va arriver chez le voisin. Rémi est sous le choc, son pantalon est complètement déchiré, mais tant bien que mal, il va se dépêcher et il va courir vers la rue. Il y arrive enfin et là, il va taper le plus gros sprint de sa vie jusqu'à chez lui. Rémi arrive enfin chez lui, il commence à tambouriner à la porte jusqu'à ce que sa sœur lui ouvre et lorsqu'il se retourne au dernier moment, il voit que l'homme était en fait juste derrière avec sa pelle dans la main. Enfin rentré et en sécurité, Rémi n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à répondre aux questions de sa sœur qui va d'ailleurs appeler sa mère. Sa mère comprend tout de suite que quelque chose de grave s'est passé et là Rémi va éclater en sanglots et il va tout lui raconter. Sa mère tout de suite va aller réveiller son père qui est en train de faire une sieste à l'étage et lorsqu'il va apprendre la situation, lorsqu'il va comprendre ce qu'il s'est passé, il va rentrer dans une rage folle. Complètement en colère, le père de Rémi va dehors avec Rémi pour s'assurer que l'homme n'est pas là et il prend un couteau pour se défendre au cas où. Le père de Rémi lui demande où se trouve la maison et complètement encore sous le choc et complètement paniqué, Rémi va juste réussir à lui dire que c'est la maison qui est dépravée au bout de la rue mais il ne va pas réussir à l'emmener jusque là. Finalement la police va arriver, ils vont prendre la déposition de Rémi et il ne va plus avoir des nouvelles ni des enquêteurs ni de ses parents qui voulaient lui éviter un nouveau traumatisme. D'ailleurs, cette histoire va tellement le traumatiser qu'il va carrément finir l'année scolaire à domicile, puis ils vont tous déménager pour une autre raison. Et ce n'est que 10 ans plus tard que Rémi va apprendre la vérité sur ce qui s'est vraiment passé lorsque son père s'est en fait réellement dirigé vers la maison. Son père va lui expliquer qu'il avait réussi à aller jusque la maison, que lorsqu'il s'était retrouvé devant, il avait vu que la porte était entrouverte et que lorsqu'il a regardé dedans, il a vu que tout était désordonné et que tout était vraiment sombre. L'agresseur avait réussi à prendre la fuite, mais heureusement, les policiers ont réussi à l'attraper. Et là, Rémi va être sous le choc lorsqu'il va apprendre que l'homme a déjà été arrêté pour agression et pour séquestration d'enfants. Et il avait aussi en sa possession des images illégales d'enfants, bref, on va pas vous faire des dessins, vous avez compris. Et en fait, il était sorti de prison pour bonne conduite, mais après cette histoire, il a de nouveau été condamné et sa peine a été augmentée. Rémi nous dit aujourd'hui qu'il a pris énormément de temps à écrire ce texte parce que ça lui fait beaucoup de peine et qu'à chaque fois qu'il repense à cette histoire, il voit dans sa tête le visage et le sourire de son agresseur ce soir-là. Franchement, cette deuxième histoire, elle fait vraiment froid dans le dos, surtout avec les nouvelles révélations qu'on a à la fin. C'est quand même flippant de se dire qu'il y a des personnes comme ça qui sont prêtes à sévir sur des enfants, ça fait vraiment froid dans le dos, et donc vraiment soyez prudents mais pas parano. Et vous l'avez vu, la première histoire est quand même très particulière parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'agression au sens propre du terme. Mais personnellement, c'est une histoire qui nous a vraiment fait froid dans le dos parce qu'en fait, elle ne pouvait juste rien y faire. C'est sa mère, c'est une maladie et c'est quelque chose qu'elle a dû endurer pendant des années. Donc c'est vraiment dur à endosser quand même. Surtout le mécanisme, en fait, ça pourrait vraiment être typique d'un film d'horreur, de voir quelque chose un petit peu comme ça du point de vue du spectateur qui se passe dans la pénombre, mais qu'on arrive à distinguer les personnages. C'est vraiment super flippant. Donc la morale un petit peu de cette histoire, c'est que si quelque chose du genre arrive à un de vos proches, n'hésitez pas à faire aider cette personne d'un point de vue médical parce que ça peut tout simplement être une maladie parfois. Bref, en tout cas, nous on tenait à vous remercier de l'accueil que vous faites à nos petites vidéos sur les réseaux, donc sur Insta et TikTok notamment. On voit que ces petites histoires, ça vous plaît vraiment, et donc on va continuer à en faire pour voir un petit peu plus vos avis. On va essayer d'élargir un peu les horizons, de varier le type d'histoire. Donc si vous voulez rejoindre notre aventure et tout ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube déjà, que vous pouvez faire juste ici, ou alors à tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, ou alors pour rejoindre le Discord aussi et nous parler directement. On a hâte de lire vos retours sur ce thread qui était un petit peu spécial et on espère vraiment que ça vous a plu. En attendant, prenez soin de vous, c'était Kratos et Joe, merci d'avoir regardé jusque là et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Il est tard, Elisa, tu devrais dormir. Et Elisa se souvient très bien de sa voix, le ton qu'elle avait qui était vraiment super terrifiant. Un peu comme ce que vous venez d'entendre.